Buonasera a tutti. Bonsoir à toutes et tous. Je suis l'ambassadeur adjoint. Je suis heureux de vous donner la bienvenue au Palais Farnèse pour ce 4e rendez-vous du cycle Intelligence. Il s'agit là d'un projet de l'Institut français Italia et de l'ambassade. Le but est d'explorer l'intelligence artificielle et ses implications sous différents angles scientifiques, éthiques, culturels. Ce cycle se déroule de septembre à novembre 2024 grâce à une planification riche en événements distribués non seulement ici au Palais Farnèse, mais également dans d'autres antennes de l'Institut français italien ou de partenaires prestigieux tels l'Université de Bologne, celle de Turin, la Sapienza ou encore le Festival des sciences de Gênes. Le rapport a rendu possible cette expérience pluridisciplinaire et participative. Dans les 3 premières conférences, nous nous sommes penchés sur les aspects principaux de l'IA, sa définition, ses applications, les risques qu'elle entraîne et les enjeux éthiques. Le 25 octobre dernier, lors de notre dernière rencontre, nous avons accueilli Alain Damasio, célèbre auteur de science-fiction. Avec lui, nous avons creusé, nous avons approfondi l'impact actuel et futur de l'IA sur notre mode de vie et sur nos relations aux autres. Ce soir, en collaboration avec l'Académie nationale des Lincei et l'Académie des sciences, et je salue leurs représentants, nous allons nous pencher sur la dimension de la recherche de base dans l'IA, ses origines et les orientations futures. La recherche de base est un terrain fertile d'où sont jaillies toutes les applications actuelles. C'est à travers son développement que nous avons pu passer des premières expériences pendant les années 50 aux systèmes sophistiqués que nous connaissons aujourd'hui. Nos invités sont Monsieur Niccolò Cesabianchi, prof d'informatique à l'Université de Milan et au Polytechnique de Milan, et Monsieur Francis Bach, chercheur auprès de l'INRIA, directeur du Team Machine Learning à l'École normale supérieure. Ils vont nous guider dans les étapes principales de cette évolution et des défis auxquels nous sommes confrontés, tels la compréhension profonde du langage naturel, le développement de systèmes adaptifs et l'efficacité énergétique, essentielle pour endiguer, limiter la consommation de données et de ressources. La France et l'Italie sont pionnières dans la recherche de base dans le domaine de l'IA. Témoin en est la présence croissante en Europe du deep tech. Et ceux qui choisissent nos pays pour leurs initiatives de recherche pour découvrir de nouveaux talents et de nouvelles idées. Dans ce cadre, la coopération européenne devient non seulement une opportunité, mais une nécessité pour renforcer la compétitivité et l'autonomie de notre continent. In fine, je voudrais exprimer mes remerciements les plus sincères à l'Académie nationale des Lincei et à l'Académie des sciences, avec lesquelles nous collaborons depuis longtemps pour promouvoir des rencontres scientifiques de divulgation de tout premier plan avec des experts de très haut niveau. Un grand merci également à notre modératrice, Madame Enrica Battifoglia, journaliste responsable de la chaîne Sciences et Technologies de l'ANSA, qui va nous accompagner dans ce voyage à travers la science. Je vous souhaite une soirée stimulante, riche en nouvelles connaissances. Merci beaucoup.
Buonasera a tutti e grazie. Bonsoir à tous, merci d'être là. Nous pouvons donc commencer cette exploration de la recherche de frontières dans le domaine de l'IA. Il est très important de réfléchir et de connaître cette réalité à un moment où on entend parler au quotidien d'intelligence artificielle. Il suffit d'allumer la télé et on en parle dans les contextes les plus variés, non seulement dans les journaux télévisés. Et on parle partout d'intelligence artificielle parce que désormais, la recherche porte des secteurs importants pour notre vie. Songeons simplement au prix Nobel qui a été attribué cette année pour la chimie et qui a été attribué au concepteur de l'algorithme AlphaFold qui a analysé la manière dont les protéines se replient. Il a donc ouvert la voie, il a donné des outils pour comprendre bien des pathologies, entre autres. L'intelligence artificielle est en train de devenir de plus en plus importante pour le diagnostic médical. Je prends ces exemples parce qu'ils nous concernent de près. Et ce n'est pas un hasard si certains commencent à s'inquiéter, alors que d'autres sont plus confiants dans l'IA. Et donc, nous aurons l'occasion de mieux comprendre tout cela grâce à la présence de deux experts, M. Francis Bach, qui travaille auprès de l'Institut national français pour la recherche et la technologie numérique depuis 2011. Il est à la tête d'un groupe de recherche sur l'apprentissage automatique du département d'informatique de l'École normale supérieure. Il a étudié aux États-Unis, à Berkeley. Il a obtenu sa maîtrise en 2005. Son domaine de recherche est l'étude des algorithmes pour l'apprentissage automatique. Et puis, nous avons avec nous M. Niccolò Cesabianchi, professeur d'informatique à l'Université publique de Milan et au Polytechnique de Milan, associé de l'Académie des Lincei. Et depuis 30 ans, il mène des recherches sur l'analyse mathématique des algorithmes pour l'apprentissage automatique. Sur ce thème, il a écrit des monographies scientifiques. Il est donc il connaît fort bien ce domaine de recherche parce qu'il appartient à ELLIS, dont le but est de coordonner les centres de recherche d'excellence qui œuvrent dans ce domaine. Donc, nous avons deux chercheurs de tout premier plan. Ils sont vraiment en première ligne dans cette recherche de frontières et nous allons maintenant connaître leur point de vue. Ils vont nous présenter deux exposés et sur cette base, nous allons ensuite ouvrir une discussion et vous aurez l'occasion de leur poser des questions. Nous allons maintenant donner la parole à M. Francis Bach. Merci. Bonjour. Grazie per l'invito. Merci de cette invitation au Palais Farnèse. Je suis très heureux. Je ne connais pas l'italien mieux que cela et je tenais à remercier l'Institut français pour l'invitation. C'est un vrai plaisir de présenter mes travaux et l'intelligence artificielle en général dans un si bel endroit. Donc je suis, comme cela a été rappelé, chercheur à l'École normale supérieure, où je dirige une équipe qui travaille sur l'apprentissage automatique, qui est le cœur algorithmique de l'IA. Donc mon but ce soir sera triple. Le premier sera de donner un contexte un petit peu historique au progrès récent de l'IA. Pourquoi on en parle autant aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé dans les 5 dernières années?
Ensuite, j'essaierai de montrer comment fonctionne l'IA, car effectivement, si vous êtes habitué au produit fini, il y a toujours un algorithme derrière d'apprentissage, et je le décrirai. Et je passerai un peu de temps sur mes propres travaux de recherche, bien sûr en les vulgarisant au possible, pour montrer un peu quels sont les enjeux de l'optimisation au sein de l'IA. Donc alors, comment ça fonctionne? Donc pour commencer, quel est le contexte? Donc il y a une vague qui date des années 80, même 70, de grands progrès technologiques. On parle souvent de loi de Moore. Donc cette loi de Moore correspond au doublement de la puissance de calcul disponible tous les 18 mois. Donc tous les 18 mois, on prend un facteur 2 sur la puissance de calcul. C'est aussi vrai sur le coût du stockage. Par exemple, là, bien sûr, dans l'autre sens, on divise par 2 le coût du stockage environ tous les 18 mois. Ça coûtait, par exemple, $1 million de stocker 1 gigaoctet de données dans les années 80. Ça coûte maintenant quelques centimes. Si bien que, grâce à ce progrès technologique, transparence suivante, s'il vous plaît, grâce à ces progrès technologiques, eh bien, tout le monde enregistre tout. Donc c'est vrai dans les domaines scientifiques. Il n'y a pas un domaine scientifique, que ce soit la biologie, la physique ou même les sciences humaines, qui ne vont pas enregistrer tout ce qu'ils font. C'est vrai aussi dans l'industrie, donc que ce soit l'industrie technologique, mais aussi les industries plus classiques. Et enfin, il y a toutes les données sur les réseaux sociaux, et ainsi que vos données personnelles. Je suis persuadé que vous avez tous quelques gigaoctets de photos sur vos ordinateurs. Donc le besoin de traitement automatisé n'est pas nouveau. Transparence suivante, s'il vous plaît, je pense que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, il y a eu une succession d'engouements. Donc, on a parlé de big data il y a une quinzaine d'années, qui était un terme pour désigner la taille des données. On a beaucoup de données. Ensuite, on a parlé de science des données, parce qu'on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait pouvoir en faire. Et enfin, depuis 5 ans, on parle d'intelligence artificielle. Et c'est un peu le but de ma présentation, mais je souhaitais montrer qu'il y a eu tout un mouvement depuis une trentaine d'années. Donc, je vais parler donc des progrès récents en IA. Voilà. Transparence suivante, s'il vous plaît. Donc, quels sont les progrès récents en IA? Donc, tout d'abord, je ne vais pas chercher à trop définir ce qu'est l'IA, d'accord, parce que ça me prendrait largement plus de 20 minutes. Et je vais juste la définir par la résolution de tâches complexes qui sont typiquement associés à des animaux ou des humains, voir, parler, raisonner, se mouvoir dans l'espace. Donc j'ai pris 2 exemples récents, d'accord, des progrès très importants de l'IA. On voit à gauche la traduction automatique. Donc là maintenant, dans toutes les langues, dans beaucoup de langues connues, il y en a plus de 200, on peut traduire de manière très précise au moins des textes simples. Donc ça a été quelque chose qui fonctionnait un petit peu il y a 5 ans, et maintenant fonctionne vraiment bien depuis quelques années. Et enfin, à droite, c'est tout ce qui est l'IA générative. Donc si vous avez un peu de temps ce soir, eh bien, vous allez sur le site stablediffusionweb.com et vous pourrez générer des images à partir d'un texte. Donc ici, j'ai parlé d'un panda qui fait de la bicyclette à Paris, et voici ce que la machine a donné. Donc ça, c'est un peu des performances assez fortes qui étaient difficiles à voir venir depuis il y a une dizaine d'années. Donc qu'est-ce qui a changé? Eh bien, c'est la manière de faire. Donc avant, on aurait décrit à la machine comment raisonner. Par exemple, pour traduire, eh bien, on pourrait reproduire un raisonnement humain. Donc ce qui a changé, c'est qu'on va le faire par apprentissage. On va regarder des grandes bases de données, donc pour la traduction de phrases traduites, donc ça par des humains. Donc il y a quand même des données qui sont faites et produites par des humains, de phrases traduites, d'ici d'italien vers français, de français vers l'italien, et ensuite on reproduit. Dans le cadre de l'image, c'est pareil. On a annoté, toujours par des humains, des milliers, voire plutôt des millions d'images, et on cherche à reproduire l'annotation d'une image, et ici la fonction inverse qui sera étant donné une phrase, générer une image.
Donc ça, le nouveau paradigme, c'est l'apprentissage. Et donc, qu'est-ce qui a changé? Transparence suivante, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui a changé? Donc, c'est pour ces tâches dites de perception, c'est la combinaison de 3 facteurs, des masses de données desquelles apprendre. Si j'apprends à partir des données, il m'en faut beaucoup, et c'est le cas dans tous ces domaines-là. De la puissance de calcul, donc ça, elle est disponible grâce aux progrès technologiques, et enfin des progrès scientifiques. Il ne suffit pas d'avoir un gros ordinateur et beaucoup de données, il faut des chercheurs et des ingénieurs pour les mettre en mode. Transparence suivante, s'il vous plaît. Voilà. Et donc à la fin, qu'est-ce qu'on appelle intelligence? Et j'ai mis intelligence entre guillemets, car c'est un concept que je ne vais pas chercher à définir. L'intelligence, ça sera le bon comportement d'un algorithme sur la tâche qu'il a à résoudre. C'est un mélange à la fois donc, de modèles et d'algorithmes, donc il y a de la recherche scientifique derrière, beaucoup de données et beaucoup de puissance de calcul. Donc j'insiste sur la partie de données, car souvent on l'oublie. Donc pour toutes les applications de l'IA actuelles, il y a toujours une donnée derrière. Et je vais chercher dans les exemples qui suivent de montrer quelles elles sont pour donner une idée de ce qui est faisable ou pas. En gros, si j'ai des données associées à une tâche à résoudre, je peux y arriver. Si je n'en ai pas, je ne pourrai pas y arriver, au moins dans l'état actuel des connaissances. Donc, premier exemple, pour vous montrer que l'IA ne date pas de ChatGPT. D'accord? Donc, vous utilisez l'IA, en fait, tous depuis au moins 10 ans, d'accord? Voire plus. Par exemple, quand vous mettez au point, quand votre appareil photo met au point automatiquement sur les visages, eh bien, c'est un algorithme d'IA qui a été appris sur des bases de données de millions d'images où des humains ont détouré les visages. D'accord? On a donné ça à la machine qui après a reproduit, qui a permis d'avoir un algorithme qui permet de reproduire cela sur toutes les images possibles. Toujours l'IA, sans forcément le savoir, sur tout votre parcours Internet, que ce soit réseaux sociaux, fil d'actualité, Instagram ou que sais-je, eh bien, les contenus qui vous sont proposés dépendent de votre parcours précédent. Ici, les données, c'est vous. D'accord? Donc, c'est bien de l'avoir en tête. C'est votre parcours sur ces plateformes qui donne à manger à ces algorithmes qui vont permettre à la fin de prédire ce que vous seriez à même d'apprécier. Par exemple, ça c'est mon fil d'actualité, j'aime bien le basket et l'IA, et il s'avère que ça parle de basket et d'IA. Enfin, utilisation qui est là depuis bien 15 ans maintenant, c'est la publicité sur Internet. Donc là, que vous le vouliez ou non, eh bien, l'IA est à l'œuvre, il va chercher à vous proposer des contenus. Donc ça ne date pas d'hier, c'est pas arrivé il y a 5 ans. Ça pose des problèmes de protection de la vie privée, je pense qu'on en reparlera plus tard dans les questions. Mais je tenais à montrer qu'il y a une vie avant ChatGPT, et bien sûr, il y a ChatGPT, bien sûr, qui a pris le devant de la scène il y a 2 ans. Et là aussi, c'est un grand modèle de langage qui a été appris. D'accord? Donc il est important d'avoir en tête ce qui a été appris. Donc ce qui a été appris, c'est d'abord apprendre à parler en regardant, en gros, tous les textes disponibles plus ou moins librement, plus ou moins de manière autorisée sur Internet. Donc on a appris sur des téraoctets de données, je ne sais pas quelle puissance de 10 il faut pour ces données, mais c'est des données gigantesques. On a d'abord appris à parler, et après on a appris à résoudre des tâches. Donc, par exemple ici, c'est une tâche d'écrire un poème. D'accord? Donc là, pour apprendre à la machine, on a demandé à la machine d'écrire des poèmes sur certains sujets, et après, elle peut reproduire sur des sujets un peu différents. Donc ici, c'est un poème sur l'optimisation pour l'apprentissage automatique. Donc je vais le dire en français, comme ça vous aurez la traduction. Dans l'apprentissage des machines, elle est la clé. L'optimisation affine, ajuste chaque donnée, elle réduit l'erreur, fait taire le hasard, pour qu'algorithmes et modèles brillent de tout leur savoir. Donc, je ne sais pas si ça sonne très bien en italien, mais en français, c'est très joli. Mais comme ça a été rappelé, transparence suivant, comme ça a été rappelé juste avant, l'IA, ça va au-delà de multimédia, de GPT et des jolies images. D'accord? C'est très utile aussi pour la science, et là, ça a déjà été mentionné. Le problème du repliement des protéines est un problème crucial en médecine et en biologie. Donc, les protéines sont des éléments clés des cellules vivantes, et elles sont souvent définies à partir de l'ADN comme une séquence d'acides aminés.
Et le problème, c'est comment on passe de cette séquence ADN, qui est facile à obtenir, à la configuration tridimensionnelle de la molécule. Ça, c'est un problème très compliqué à résoudre. Il s'avère que l'équipe de DeepMind, donc, qui a reçu un demi-prix Nobel, a été partagé avec d'autres, a pris cela comme un problème d'apprentissage. J'ai pris les protéines dont on avait fait des expériences, on avait mesuré la configuration 3D, et après, j'ai reproduit sous de nouvelles protéines. Donc ça a été fait par apprentissage, et ça a été l'état de l'art depuis 4 ans. Je tiens à mentionner aussi l'aspect science ouverte, qui est un point important, peut-être qu'on en reviendra dans les questions. Donc ce modèle, et au moins ses résultats sont disponibles en ligne pour l'utilisation par les chercheurs. Donc c'est un point important, c'est que ces nouveaux algorithmes peuvent être certains disponibles, certains non, pour pouvoir, en tout cas quand ils sont disponibles, pour pouvoir les faire utiliser par le plus grand nombre. Voilà, donc maintenant j'ai fait un petit tour des applications de l'IA. Rentrons maintenant un peu dans le vif du sujet, comment ça fonctionne. Donc le cœur algorithmique de l'IA, c'est d'apprendre à partir de données, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, ou machine learning en anglais. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, il faut donner à la machine des données dites d'entraînement. Donc ça sera, dans le cas de la reconnaissance d'images chien ou chat, un grand nombre de chats et de chiens, beaucoup plus que 6, c'est plutôt des milliers, voire des centaines de milliers, et pour lesquels on a l'image et aussi la notation. Donc on a demandé à des humains de dire est-ce que c'est un chat, est-ce que c'est un chien. Donc ça, c'est ce qu'on donne en entrée aux algorithmes. Donc c'est bien sûr c'est différent quand on fait la traduction, quand on fait de la reconnaissance dans le monde médical, mais le principe reste le même. On donne des paires d'entrée-sortie, et le but, ça sera de donner une nouvelle image, de prédire quelle est l'étiquette, est-ce que c'est un chien ou un chat. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Et dans la plupart des applications que j'ai mentionnées, il y a toujours cette notion de supervision. On va prendre des données en entrée, des couples entrée-sortie, l'image et son étiquette, et on va chercher à reproduire, à déterminer quelle sera l'étiquette pour une donnée qui n'a jamais été vue auparavant. Donc ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la généralisation. On veut pouvoir prédire sur une donnée qu'on n'a jamais observée. C'est ça l'enjeu en apprentissage. Donc comment on passe des entrées à la sortie? Donc, si vous prenez une image de chat, eh bien, dans un ordinateur, elle est représentée comme un tableau de pixels, avec qui code des couleurs rouge, vert, bleu, et donc on a un grand tableau de pixels comme ceci, beaucoup plus que 10 x 10, il y a des millions de pixels, et le but va être de passer de ce grand tableau de nombres à une prédiction qu'on dira égale à 0 si on a un chien et 1 si on a un chat. Donc on passe d'un grand tableau de nombres à juste deux valeurs, 0 ou 1. Donc comment cela va être fait? Cela va être fait en définissant ce qu'on appelle un modèle. Donc on va prendre, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? On va prendre ce grand tableau de nombres et on va combiner différents pixels, différents nombres, en les additionnant, en les multipliant par un certain nombre, en les comparant, en faisant plein de petites opérations très très simples qui à la fin permettent de passer d'une image à un nombre qui est entre 0 et 1. L'idée, c'est d'avoir un modèle suffisamment flexible pour coder la relation entre une image et un chat ou un chat. Donc c'est souvent fait par un réseau de neurones. Donc ça, c'est un modèle spécifique qui a le vent en poupe en ce moment. La plupart des applications actuelles sont liées au réseau de neurones. Et l'idée, donc, d'avoir un modèle très flexible qui, si on ne lui apprend pas comment s'adapter aux données, va faire n'importe quoi. Donc c'est un modèle très flexible. Quand on prend le modèle au départ, il ne fait rien. Et au fur et à mesure, et c'est le but de l'apprentissage, il va s'adapter aux données et fait avoir un comportement intéressant. Donc comment on va apprendre à ce modèle? Eh bien, pour apprendre à ce modèle, eh bien, le principe est relativement simple. On va prendre les données d'entraînement. Donc encore, bien sûr, j'en ai mis 5 ici. Imaginons qu'il y en a plutôt 1 million, avec les entrées qui sont les images et les sorties qui sont les étiquettes. Et ce qu'on va faire, on va prendre le modèle, et on va prendre le modèle, transparent suivant s'il vous plaît. On va prendre le modèle, actuel, on va le faire prédire sur nos données. Donc par exemple, la première image prédit correctement, on est content. La deuxième aussi, correctement. La troisième, il s'est trompé de prédiction. Et donc, comme ça, on va pouvoir calculer le nombre d'erreurs commises sur le jeu de données d'entraînement.
Et après, le but va être de quoi? De minimiser le nombre d'erreurs. D'accord? Donc ça, c'est, transparence suivante s'il vous plaît, ça c'est le but. Donc comment on va apprendre? Ça va être un principe que je vais répéter, qui est, prenons le modèle actuel, calculons l'erreur commise sur mes données et cherchons à la diminuer. D'accord? C'est ça le principe, diminuons l'erreur sur les données. Donc ça, minimiser, on va chercher à diminuer en bougeant les paramètres. Donc l'idée, c'est qu'on aura des milliards de paramètres. Donc ces réseaux de neurones sont très flexibles, ont beaucoup de paramètres. Et il faut, dans cet espace de dimension 1 milliard, se balader pour minimiser l'erreur sur les données d'entraînement. Donc il y a deux buts. Il y a deux buts dans ce problème-là. C'est, on veut le faire en évitant de regarder les données trop longtemps, trop de fois. Donc, imaginons que j'ai une base de données qui est 1 million ou 1 milliard d'images de chats, je n'ai pas envie de la regarder 40 000 fois. D'accord? Donc l'idée de minimiser le nombre de fois où on voit les données. Et le deuxième but, et ça c'est vraiment mon sujet de recherche principal, c'est de pouvoir garantir quelle sera la performance de mon modèle. La performance à double titre, la performance en termes de temps de calcul, j'ai envie que ça aille vite, mais aussi la performance en termes de performance aux données non vues. Donc si je vois une nouvelle image de chien ou de chat, je vais être sûr que cela va bien prédire. Et le type de question qu'on cherche à répondre, c'est, étant donné le problème que j'ai, reconnaître les chiens versus les chats, combien de données j'ai besoin pour pouvoir bien prédire? C'est des questions qui sont entre maths et informatique. Et donc comment l'algorithme fonctionne? Donc là, je ne vais pas me placer en dimension 1 milliard, mais en dimension 2. Imaginons que j'ai 2 paramètres. Et pour ceux d'entre vous qui font de la randonnée, eh bien, quand on a un profil 2D, on prend les cartes topographiques, on peut représenter le relief. Là, le relief, ici, ça sera l'erreur que je commets. D'accord? Donc les lignes de niveau, ici, correspondent, les lignes de niveau correspondent à une attitude constante quand on fait de la randonnée. Ça correspond ici à une performance constante. Et si je pars d'ici, avec une performance qui est assez forte, je vais arriver en bas du trou. Le bas du trou, c'est essentiellement l'endroit où je prédis parfaitement. Bien sûr, je suis en dimension 2 ici, mais imaginez ça en dimension 1 milliard, c'est un peu plus compliqué. Donc l'idée de l'algorithme d'optimisation, non, pardon, je vais revenir, voilà, le principe de l'algo d'optimisation, c'est de se dire localement, je vais essayer localement de m'améliorer. D'accord? Donc je suis à un endroit, donc en bas à gauche, et localement, comment je peux progresser? Eh bien, la direction de plus grande pente, d'accord, qui est celle que vous choisiriez si vous étiez en randonnée pour descendre le plus rapidement possible au fond de la cuvette, eh bien, ça s'appelle le gradient. Et l'algorithme le plus classique en optimisation pour l'apprentissage consiste à descendre le gradient. Donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé tous les jours en apprentissage. Le problème de cet algorithme, c'est que à chaque étape, pour regarder localement la direction de plus grande pente, je dois lire tout mon jeu de données. Donc quand j'ai mon milliard d'images de chats, ça va prendre beaucoup de temps. Donc l'idée principale des travaux de 40 dernières années en apprentissage consiste à faire de la descente de gradient dite stochastique. Au lieu de regarder tout le jeu de données pour m'améliorer, je regarde que quelques données. Le problème, c'est que comme je veux faire bien en moyenne, les données que je regarde peuvent être un peu spécifiques et de temps en temps me faire progresser sur ces données-là, me faire faire un peu moins bien sur les données en moyenne. Donc on voit que dans mon parcours, s'il vous plaît, à gauche, retour encore, merci. Donc on voit l'algorithme en rouge à droite, et bien de temps en temps il monte, de temps en temps il descend. Et on voit en moyenne il finit par descendre. D'accord? Donc ça paraît un peu simple en deux dimensions. Imaginez cet algorithme en dimension 1 milliard et le fait de savoir à l'avance qu'il finira par arriver au fond de la cuvette est un enjeu crucial et c'est à la base de la plupart des algorithmes actuels d'apprentissage. Transparent suivant. Donc pour finir, quelques enjeux scientifiques et on pourra y revenir dans les questions. Tout d'abord, ce sont des enjeux scientifiques propres à plusieurs communautés. D'accord? Donc il y a bien sûr maths et informatique, mais ça va au-delà. D'accord? Il y a de plus en plus de physiciens qui s'intéressent à l'apprentissage, notamment les physiciens de physique statistique, avec un d'entre eux qui est Giorgio Parisi, qui a reçu le prix Nobel il y a 2 ans, dont les travaux sont très utiles pour l'apprentissage.
Il y a aussi la physique. On avait vu le prix Nobel de physique attribué à Hinton et à John Hopfield, qui sont pour les travaux sur l'apprentissage. Donc c'est vraiment quelque chose de multidisciplinaire, maths info bien sûr, c'est le cœur, mais aussi toutes les disciplines existantes. Donc le premier enjeu dont je parlerai, c'est de devenir une discipline d'ingénierie mature. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai pris un avion pour venir ce matin. Eh bien, à l'atterrissage, j'étais bien content qu'il y ait des garanties théoriques sur le fait que l'avion va osciller un peu, mais finir tout droit. D'accord? Donc ça, ces garanties théoriques, elles paraissent naturelles quand on prend un avion. Eh bien, malheureusement, pour l'IA, c'est encore un sujet de recherche. Comment on s'assure que les prédictions soient fiables et comment on peut les certifier. Donc ça reste un sujet ouvert qui a été résolu dans certains cas. Donc, par exemple, dans le cas de l'aviation, ça s'appelle souvent la théorie du contrôle ou de la commande optimale. On est encore un tout petit peu loin pour l'IA, donc un enjeu scientifique. Ensuite, un point important est de comment réduire l'effort d'annotation. Donc, comme je l'ai précisé, pour chaque application de l'IA, chaque tâche à résoudre, on a eu besoin d'annoter à la main les données. Donc ça, c'est assez fastidieux. Et il y a plein de domaines où on n'a pas cette annotation à la main. En particulier, les enfants apprennent avec beaucoup moins d'annotation que les machines. Ceci indique qu'on pourrait imaginer réduire cet effort. Et ça, c'est un sujet très, très, très important en ce moment. Enfin, dernier enjeu scientifique, c'est l'interaction avec l'environnement. Donc c'est bien gentil de prédire si on aura un chien ou un chat, mais on veut pouvoir interagir, que ce soit en ligne, par exemple réseaux sociaux, ou dans le monde physique, ça c'est le domaine de la robotique, et on voit apparaître beaucoup de travaux sur ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, où on va chercher à s'adapter au fur et à mesure en interagissant avec l'environnement. L'idée est de faire interagir prédiction et décision. Et enfin, pour finir, il est important de se rappeler des impacts sociétaux. Donc ça, c'est commun à toutes les sciences. Donc on en a beaucoup parlé pour la physique, la chimie au XXe siècle, pour la biologie et la médecine depuis aussi le XXe siècle, XXIe siècle. Bien, c'est aussi vrai pour l'IA. D'accord? Il y a à la fois des bénéfices potentiels, mais aussi des risques potentiels. Et les trois risques classiques associés à l'IA, propres à l'IA, le premier, c'est la protection de la vie privée. Donc j'ai parlé que dans les cas, par exemple, de réseaux sociaux ou de publicité, les données, c'était vous. Eh bien, ça, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et comment on s'assure que les données soient utilisées à bon escient? Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Les contraintes sur l'environnement. Donc l'IA, comme toute discipline scientifique, a vocation à aider à la réduction de l'empreinte climatique des autres activités. D'accord? Donc ce n'est pas une baguette magique qui va tout résoudre, mais elle permet d'aider. D'accord? Par contre, elle est aussi très gourmande. D'accord? Parce qu'il y a des grandes fermes d'ordinateurs qui sont utilisées. Donc comment on réduit l'empreinte? Ça s'appelle l'IA frugale. Et ce sont des sujets qui sont intéressants. On pourra aussi parler d'emploi, où on peut imaginer une tension entre les nouvelles technologies et les emplois existants. Ça, ce n'est pas nouveau non plus. Toute technologie d'usage général est vouée à ces débats-là. Et je pense qu'avec la bonne éducation, on peut arriver à mitiger ces risques. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vais laisser la parole à mon collègue Nicolo, qui va compléter ce que j'ai dit. Grazie, professor Bach, per questo. Merci, professeur Bach, pour le tableau que vous avez brossé sur l'évolution de l'intelligence artificielle. Merci de nous avoir présenté les problématiques encore ouvertes. Il faut en être conscient, il faut connaître tous ces problèmes qui sont encore ouverts pour mieux les aborder. Je donne la parole maintenant au professeur Cesabianchi. Merci. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là. Je remercie Francis pour avoir introduit tout un tas de concepts et d'idées que je vais évoquer. J'espère que ces notions pourront être appréhendées plus facilement et plus clairement après les avoir entendues une deuxième fois. Quelques mots sur mes activités. À l'Université de Milan, je dirige un laboratoire
avec une douzaine de collaborateurs, des doctorants, des postdocs, qui s'occupent de développement et d'analyse d'algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique. Je fais partie de cette organisation qui s'appelle ELIS, une organisation européenne qui vise à faire en sorte que l'Europe puisse suivre toutes les évolutions en matière de recherche scientifique sur l'IA par rapport aux autres continents, notamment l'Asie et les États-Unis. Au cours des 2 dernières années, l'Europe a donné à l'Italie des fonds très importants dans le cadre du plan de relance pour le développement de tout un tas de disciplines scientifiques, dont l'intelligence artificielle. Depuis 2 ans, l'Italie peut bénéficier d'une grande quantité de fonds qui ont permis à l'Italie d'embaucher beaucoup de jeunes pour les intégrer dans les recherches en matière d'IA dans les différentes universités italiennes. On a peut-être ou sûrement envie de voir ce que signifie intelligence artificielle. Là, vous avez une définition que j'ai tirée de Wikipédia, qui est une très bonne source d'information en général. L'intelligence artificielle, selon Wikipédia, est un secteur de la recherche de l'informatique qui développe des algorithmes. Donc, on parle là d'informatique, on parle de développement d'algorithmes. Ces algorithmes permettent aux machines de comprendre leur environnement et d'utiliser l'apprentissage et l'intelligence. On définit l'intelligence artificielle, mais en même temps, on fait référence à l'intelligence tout court. Qu'est-ce que l'intelligence? Eh bien, la réponse n'est pas claire. Si vous me demandez une définition de l'intelligence, je ne suis pas en mesure de la définir. Alors, pourquoi parle-t-on d'intelligence artificielle si on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence? Bon, donc peut-être l'expression intelligence artificielle n'est pas la meilleure expression. Là, on parle de développement d'algorithmes qui sont capables de s'acquitter de tâches plutôt difficiles et plutôt complexes. Apparemment, ces machines ont des comportements intelligents. Voilà, c'est peut-être une meilleure définition. Mais l'expression intelligence artificielle est certainement une expression fourvoyante par rapport à ce que nous faisons dans notre travail de recherche au quotidien. Diapo suivante. Il y a une perspective historique. L'IA naît au milieu des années 50. Donc, elle naît avec les premiers ordinateurs qui étaient nettement moins puissants que les ordinateurs actuels. Au départ, presque simultanément à la naissance des ordinateurs, les scientifiques ont voulu trouver la manière de permettre aux machines de penser et de se comporter à un niveau élevé d'un point de vue cognitif, comme le font les individus. Ils ont essayé de 1000 manières depuis les années 60 jusqu'aux années 80, l'ère de la logique. Ils se sont efforcés d'exprimer les comportements intelligents par le biais de la manipulation de symboles. Cela a fonctionné jusqu'à un certain point. Pour le jeu d'échecs, cela a fonctionné assez bien, mais pour d'autres choses, par exemple, la reconnaissance des images, pour prendre un exemple, elle a mal fonctionné. Et vers le milieu des années 80, on a commencé à réfléchir à l'utilisation des données, notamment les données annotées et classifiées par les individus dont Francis nous a parlé à l'instant, pour veiller à ce que les machines apprennent à exécuter des tâches, les tâches que les individus font si bien. Par exemple, reconnaître une image, donner un nom aux objets qui sont représentés dans cette image. Et en utilisant les outils stochastiques, et au fur et à mesure que la quantité des données numériques augmentait, et au fur et à mesure que la puissance de calcul augmentait elle aussi,
on est parvenu à faire en sorte que bien des tâches que l'on ne pouvait pas accomplir en manipulant les symboles et en utilisant l'intelligence et le raisonnement, en utilisant les données et la statistique, ces tâches sont devenues simples, donc à la portée des scientifiques. En utilisant les réseaux neuronaux, le deep learning, une classe de réseaux neuronaux particulières. Aujourd'hui, nous sommes capables d'utiliser l'intelligence artificielle dans une très grande quantité de domaines et des domaines, et cela ne serait pas accessible avec les outils de la logique exclusivement. Depuis quelques années, nous sommes entrés dans l'ère de l'IA générative, c'est-à-dire ChatGPT et tous ces outils que nous avons appris à connaître depuis quelques années. Il s'agit là d'une intelligence artificielle qui est capable de générer des réponses à nos questions et donc de se comporter de manière active en synthétisant des images, mais également des textes et donc des connaissances. Cliché suivant. Or, voyons maintenant quelles sont les activités principales de l'apprentissage automatique du machine learning. Le machine learning est le moteur qui porte la recherche et les connaissances contemporaines. 99% de ce que vous voyez de l'IA est produit grâce à l'apprentissage automatique. Il existe trois grands domaines d'application de l'apprentissage automatique que Francis lui-même a évoqué. La catégorisation des données, c'est-à-dire distinguer des images de chat ou de chien, la génération de données synthétiques, par exemple, générer des textes ou des images, et la maximisation de l'utilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je veux que la machine se comporte dans un milieu, soit-il réel ou irréel, en maximisant une certaine fonction d'utilité, en atteignant un but préétabli, nettoyer une pièce ou remettre de l'ordre dans une pièce. Un exemple classique de cette classification, vous l'utilisez dans vos tablettes pour faire le tri des courriels qui ne vous intéressent pas. Et c'est un exemple classique de classification binaire. Ce courriel m'intéresse ou ne m'intéresse pas. Et je veux que mon mail agent, mon application de courrier électronique, puisse sélectionner les courriels à ma place. Comme je vous l'ai dit, la combinaison d'une grande quantité de données et l'utilisation d'outils mathématiques stochastiques ont permis de formuler des théories mathématiques pour voir comment les machines peuvent apprendre et comment les algorithmes qui sont utilisés pour que les machines apprennent peuvent être mathématiquement analysés et donc arriver à des garanties mathématiques quant à leur performance, comme Francis nous l'a dit à la fin de son exposé. Deux personnes qui ont grandement contribué pendant les années 70 et 80 dans ce domaine sont M. Vladimir Vapnik de l'ancienne Union soviétique et Leslie Valiant aux États-Unis. L'un s'est occupé de caractériser ce qu'une machine peut apprendre. Le second s'est occupé de la caractérisation des ressources du calcul nécessaires pour qu'une machine puisse apprendre à exécuter une tâche. Alors, vous voyez en haut les ingrédients principaux. L'algorithme d'apprentissage reçoit l'entrée des données notées, le training set, l'ensemble d'entraînement. Ce sont les couples, par exemple, l'image d'un chat et l'étiquette label chat et
Image d'un chien, étiquette chien. L'algorithme, en élaborant ces données, produit un classificateur qui est un autre algorithme, un morceau de logiciel dans notre ordinateur qui est capable de comprendre si une nouvelle image est celle d'un chien ou d'un chat. Cliché suivant. Alors, je voulais vous donner une idée de deux apports à l'intelligence artificielle qui sont arrivés de l'analyse mathématique et de l'analyse statistique. Le premier a été déjà évoqué par Francis. J'ai un algorithme, j'ai des données notées que l'algorithme va utiliser pour effectuer une tâche. Alors, nous pouvons imaginer, Francis vous a parlé de ces classificateurs comme étant des modèles qui renferment des paramètres. Or, toutes les manières possibles d'attribuer des valeurs à ces paramètres vont produire beaucoup de classificateurs différents. Et donc, je peux imaginer un algorithme dans mon esprit comme étant un morceau de logiciel qui a à sa disposition une très grande quantité de classificateurs qui sont autant de manières pour attribuer des valeurs différentes à ces paramètres. Et sur la base des données d'entraînement, il va puiser dans ce sac un classificateur donné dans l'espoir que ce soit le bon classificateur. Or, il est clair, et cela a été démontré mathématiques à l'appui, que si nous avons un sac très grand qui contient beaucoup de classificateurs, nous aurons besoin de beaucoup de données d'entraînement. Et pourquoi? Parce que l'information nécessaire pour distinguer un bon classificateur d'un mauvais classificateur, c'est-à-dire l'information qui nous permet de puis extraire dans ce sac le bon classificateur qui se comporte bien quand je le mets en œuvre, nous est fournie par les données notées. Alors, j'ai besoin donc d'un très grand nombre de données. Et le rapport entre ces deux quantités a été caractérisé par Vapnik et ses collaborateurs dès les années 70. Cliché suivant. Et puis, une autre idée qui est toujours mathématique, mais qui a eu un impact sur la pratique. C'est une idée plus récente qui remonte aux années 1990. Songeons toujours au problème de la classification binaire. Donc, vous avez votre application de courriel qui doit faire le tri entre les bons courriels et les spams. Et là, nous avons une classification binaire. Oui, non, bonne, pas bonne. Alors, évidemment, dire que j'ai 50% de précision sur ce problème est une bêtise. Et pourquoi? Parce que 50%, on peut l'obtenir en lançant une pièce de monnaie. Mais il faut voir si... Et donc, 48%, 40, 30%, je voudrais 2 ou 3% comme marge d'erreur. 98 de précision. 50% ne me dit carrément rien. Et donc, ces deux messieurs, Freund et Shapiro, ont démontré que si l'on parvient à construire un classificateur ayant une précision de 51%, mais que je ne peux pas le faire un certain nombre de fois, en mettant ensemble cela, j'obtiens un bon paramètre. Donc, comment peut-on faire cela? Cela n'est pas anodin parce qu'on fait appel à un théorème assez important qui prouve que cela est tout à fait possible. Francis a mentionné que les systèmes qui sont utilisés de nos jours sont gigantesques. Ce sont des systèmes qui ont des dizaines de milliards de paramètres. Ces sacs d'où nos algorithmes puisent les modèles sont immenses. Alors, que se passe-t-il? Si nous avons vraiment un très grand nombre de données, et cela est vrai parce que nous avons à notre disposition toute l'Internet pour entraîner ces algorithmes, eh bien, ces algorithmes apprennent des choses auxquelles nous ne nous attendons pas. Ce sont les 10 comportements émergents. Si j'augmente de 10 fois les données d'entraînement, des données notées,
l'output de mon algorithme d'apprentissage, c'est-à-dire mon modèle, parviendra à faire des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Il commencera à raisonner, à afficher des formes de raisonnement. Et c'est ce que vous voyez lorsque parfois vous demandez à ChatGPT de régler un problème et ChatGPT vous répond avec toute une séquence de démarches logiques qui vous amène à la solution. Cela a été obtenu en utilisant les données de l'Internet. Il n'y a aucun projet de raisonnement à l'intérieur du système, mais c'est un phénomène émergent. Cela entraîne des risques significatifs, des risques existentiels selon certains. C'est-à-dire que les machines deviennent plus intelligentes que l'homme et nous n'avons pas l'habitude de gérer des entités plus intelligentes que nous. Alors nous serons mal à l'aise. Mais d'autre part, et plus banalement, on peut faire une mauvaise utilisation de ces systèmes. Et donc, il y a, disons que la puissance de ces systèmes pose des risques concrets, non seulement pour les individus, mais également pour la société et pour la démocratie. Je ne veux pas évoquer ce qui est en train de se passer aux États-Unis, les risques liés à la désinformation qui est réalisée en utilisant l'intelligence artificielle. Alors, on s'est vite rendu compte qu'il fallait réglementer ce système parce que ces systèmes sont trop puissants pour pouvoir les laisser libres. Bien des pays et bien des organisations internationales se sont hâtés de générer, de produire des règlements qui pour, comment dire, cerner, pour limiter la possibilité d'utiliser les outils de l'intelligence artificielle pour faire des choses qui ne sont pas correctes. Cliché suivant. Mais il y a un problème. De même que nous parlons d'intelligence artificielle, qui est une notion assez mal définie, de même, ces règlements utilisent des termes tels que transparence, explication, possibilité d'expliquer, d'interpréter, fiabilité, autant de termes qui ne sont pas clairs dans un contexte informatique. Alors, comment puis-je dire qu'un algorithme est transparent ou qu'il est fiable? Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, il nous faut des standards, il nous faut des définitions rigoureuses permettant de dire de manière formellement non ambiguë si l'algorithme est oui ou non fiable. Nous l'avons déjà fait. Nous avons déjà fait cela, tant il est vrai que les avions volent et ils nous amènent à destination. Et ces avions sont régis par des logiciels classiques qui a été certifié pour faire son devoir. Nous devrions arriver jusque-là également pour l'intelligence artificielle. Mais il y a un problème. Quand on songe à la notion de la possibilité d'interpréter, qu'est-ce que cela veut dire? Je prends un système qui a des dizaines de milliards de paramètres et je m'efforce de comprendre quelle est la logique que suit cet algorithme pour prendre telle ou telle décision. Cela est très difficile. Le système est trop complexe. C'est une boîte noire. Et pour toutes les utilisations pratiques, c'est une boîte noire et j'ai du mal à comprendre comment elle fonctionne. Dans certains domaines, par exemple dans le domaine de la santé, domaine médical, on ne pourrait pas utiliser un système dont on ne comprend pas le fonctionnement si la vie d'une personne dépend du résultat de ce système. Peut-être ce système est-il très soigné, mais je dois savoir quel est le parcours que ce système a suivi pour aboutir à telle ou telle conclusion, sinon je ne peux pas lui faire confiance. Alors, si je dois imaginer quand un classificateur peut être interprété, un classificateur peut être interprété quand il est fait en réunissant des objets simples. Je comprends chaque objet, il y en a très peu, et quand je les rassemble, je comprends plus ou moins comment le tout fonctionne. Mais nous avons déjà vu cela dans le boosting. Le boosting, cela signifie dire je construis un classificateur soigné en réunissant quelques classificateurs bêtes, stupides. Alors, l'un des résultats que nous avons obtenus
et moi et mon groupe de recherche, c'est que nous avons pu donner une définition des modèles pouvant être interprétés, dont je peux comprendre le fonctionnement, en utilisant des outils qui viennent de la théorie du boosting, donc des outils qui nous disent qu'en réunissant des choses simples, je peux avoir une précision très élevée. Voilà, cela fournit une base mathématique à la notion de possibilité d'interpréter. Et je peux utiliser cela en théorie pour créer des systèmes compréhensibles pour les personnes. Mais un dilemme subsiste. J'ai un problème médical, j'ai un système qui est une boîte noire, qui est très précis, très soigné, et ce système me donne un traitement. Je ne sais pas si ce traitement est correct, je ne sais pas comment le système a pu aboutir à cette conclusion. Dois-je suivre l'indication du système sachant qu'il est très soigné, ou bien est-ce que je dois dire non, il faut que je sache d'abord comment il a abouti à cette conclusion. Je ne peux pas lui faire confiance. C'est un dilemme, et ce dilemme m'amène à mon dernier cliché. Et là, on entre, c'est un aperçu général, mon dernier cliché, en reprenant les notions de Francis dans son dernier cliché. Nous n'avions pas échangé avant. Tout est fortuit, hein, cet alignement, cette convergence de vues. L'IA doit s'aligner avec les valeurs et l'éthique des êtres humains, en ce sens que les systèmes optimisent des fonctions mathématiques, comme Francis nous l'a expliqué, mais ces fonctions mathématiques doivent être alignées sur notre échelle de valeur. Alors, si je minimise une fonction baissant le gradient, je dois arriver à un point où l'éthique des individus est satisfaite. Les coûts sociaux et économiques de cet alignement doivent être rendus publics. Ils doivent être intégrés dans... Si nous voulons appliquer l'IA à tel ou tel domaine, nous devons tenir compte de cela. Il faut s'aligner au système de valeurs des êtres humains. Et les gouvernements, eux, ils doivent stimuler l'application de l'IA, non seulement pour avoir un bénéfice, mais surtout pour améliorer le bien-être des citoyens et pour mitiger l'impact sur l'emploi. Les institutions publiques, quant à elles, doivent jouer le rôle de régulateur. Elles doivent établir des lignes rouges que les développeurs ou les innovateurs ne doivent pas franchir ou dépasser au moment où ils créent leur système. Cet équilibre est difficile parce que si on excède dans un sens, le risque est de créer des systèmes qui peuvent porter atteinte aux individus, à la société et à notre démocratie. Voilà un peu. Nous sommes donc confrontés à un véritable défi. Merci. Merci, professeur, de nous avoir fait toucher de la main la complexité de ce sujet. Ce sujet nous a posé tout un tas de questions. D'abord, je voudrais me livrer à une réflexion personnelle et je vais vous demander quel est votre avis sur ma réflexion, qui est la suivante. Quelle est l'intelligence artificielle que l'on est en train de dégager? Je pense que dans cette salle, il y a certainement beaucoup d'entre vous qui ont essayé au moins une fois à dialoguer avec un chatbot. Avez-vous déjà essayé d'utiliser un dialogueur? Oui. Donc, on a quand même le sentiment qu'on n'est pas en train de dialoguer avec quelque chose d'intelligent comme l'intelligence humaine. Donc, la question que je pose à nos experts est la suivante. Quel type d'intelligence
De quel type d'intelligence s'agit-il? Une intelligence fondée sur une très grande quantité de données, la capacité de les classifier, d'interagir avec l'environnement. Est-ce que cela nous permet de dire que s'agit là d'une intelligence comparable à l'intelligence humaine? Professeur Bach. C'est bon comme cela? Oui, pardon. Donc c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Moi, je me contenterai de répéter ce que j'ai dit, c'est-à-dire que l'intelligence de ces algorithmes est liée aux données. Donc si vous avez, et je pense que c'est un des soucis actuels des algorithmes qu'on voit apparaître, c'est qu'on ne connaît pas les données sur lesquelles ils ont été appris. Donc, par exemple, quand on dit que GPT a passé l'examen du barreau de tel ou tel État américain, eh bien, si GPT a vu l'examen précédent, c'est une belle performance, mais ce n'est pas de l'intelligence, c'est juste de la reproduction de ce qu'il a vu auparavant. Donc, pour l'instant, dans l'état actuel des connaissances, l'IA, telle qu'on la voit en ce moment, c'est quand même souvent reproduire ce qu'on a déjà vu avant. Ça généralise un tout petit peu, donc c'est quand même très impressionnant, mais si on n'a pas de données, eh bien, on ne peut pas savoir si c'est vraiment intelligent ou pas. Il y a des soucis, c'est vraiment le côté ouvert des données. Quelles données ont été utilisées? Et je pense que c'est, pour moi, l'enjeu, si on parle vraiment de régulation, c'est au moins de déclarer quelles données ont été utilisées pour aboutir à tel algorithme. Professeur Cesabianchi. Si. Professeur Cesabianchi. Eh bien, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a différents degrés de développement dans l'application de l'intelligence artificielle. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, par exemple, par rapport à ChatGPT, c'est la pointe de l'iceberg. Pour la première fois, nous avons un produit qui est à la portée de tout le monde, un produit qui peut être utilisé par tout un chacun. Et tout un chacun est en mesure de comprendre dans ce sens qu'il peut ou elle peut interagir de manière satisfaisante avec cet objet. L'intelligence artificielle a tout un tas d'autres applications dont on ne se rend pas compte. Et peut-être ces applications sont très sophistiquées, mais elles sont restreintes à des domaines tout à fait limités qui ne relèvent pas du domaine public, donc on ne s'en rend pas compte. Certes est-il que nous, les êtres humains, nous avons la tendance à anthropomorphiser nos interactions avec les animaux et avec les machines. Donc, on tend à faire une projection sur les machines de ce que sont nos idées sur ce qu'on s'attend d'un dialogue, d'un échange, d'un discours. Donc, il est vraiment très difficile de définir un degré d'intelligence dans un produit, dans un instrument comme ChatGPT, parce que très souvent, c'est quelque chose de très subjectif. Nous croyons voir quelque chose dans l'objet parce que, en réalité, nous projetons là-dedans toutes nos attentes et que nous attribuons à l'objet. Nous pensons que le comportement est le produit de quelque chose de plus complexe que la réalité. Ce sont des objets fort complexes, certes, et parfois nous échangeons avec ChatGPT. On n'arrive pas à comprendre s'il s'agit là d'une personne, d'un être humain ou d'une machine, parce que c'est peut-être le chatbot d'une entreprise. Il nous faut quelques minutes pour comprendre et pour dire « Ah non, mais c'est peut-être la machine qui me répond, c'est pas un être humain ». Donc, notre incertitude dépend justement de ce que nous tendons à surestimer la complexité des algorithmes qui
génèrent ces comportements. Ce sont des algorithmes complexes, mais certainement, nous, on est facilement impressionnés par l'interaction. Et peut-être nous exagérons quand on lui attribue des capacités qui ne correspondent pas peut-être à la réalité de ces objets. J'espère avoir été claire. Dans le public, y a-t-il des questions? Prego, si avvicini. Si vous voulez bien vous approcher du micro, je vous passe mon micro baladeur. Merci pour cette belle conférence. Merci, professeur Bach, et merci, professeur Cesa Bianchi. Je m'appelle Paolo Antolini, je suis une anthropologue, journaliste scientifique. Ma question est la suivante. Vous vous souvenez peut-être qu'en octobre 2021, ici, au Palais Farnèse, dans le cadre du Penser faire la science ensemble, on avait donné la parole au professeur Flandra et au professeur Parisi. Donc, aujourd'hui, en effet, vous êtes deux experts, deux savants, comme les deux savants qui étaient là au Palais Farnèse en octobre 2021. Voir de l'intérieur toute la complexité, de voir un peu de cette complexité, mais quel est le niveau des femmes scientifiques, car on ne les a pas encore vues, vous voyez. Pour moi, que j'ai travaillé sur la question encourager les filles à étudier les sciences, etc. Bref, je vois que même l'iconographie, elle est masculine. Ici, la seule femme est une collègue qui fait la modération. Donc, quel est le niveau? Au niveau du dialogue, quelle est la percentuale? Parce que credo que Quel est le pourcentage de femmes scientifiques? Je pense que le pourcentage est encore très bas, 12%. Je ne sais pas si ce pourcentage est mis à jour. Donc, quel est le rôle des femmes scientifiques qu'on ne voit pas paraître très souvent? Je les ai vues quand même à l'UNESCO, mais bon. Vous m'entendez? Je suis tout d'accord avec vous. Il n'y a pas suffisamment de femmes en sciences, mathématiques, informatiques en général, et en particulier en IA. Donc ça, on l'observe depuis 30 ans, et on essaie d'y remédier, mais le problème, il est assez profond, en fait. Donc je parle de la France que je connais bien. Eh bien, la proportion de filles dans les filières scientifiques diminue au fur et à mesure. Elles sont 50% à 15 ans, elles sont 30% à 16, 20% à 18. Et donc nous, chercheurs, on arrive un peu en bout de chaîne et on travaille avec, dans nos masters, on a 20% de filles. Et donc dans la communauté, on a entre 10 et 20% de femmes dans la communauté. Et on essaie de remédier à l'effet d'aller agir dès le plus jeune âge. D'accord. Donc on essaie d'intervenir dans les lycées, par exemple, pour encourager les jeunes filles à continuer en filière scientifique. Et je parle scientifique, c'est pire pour les sciences dures, mathématiques, informatiques. Il y en a encore moins dans les autres sciences. Donc c'est un vrai souci. J'ai des enfants par ailleurs. Et mes filles elles ont fait des sciences, mais ça n'a pas été facile. Donc ce sont des problèmes qui sont profonds et qui se résolvent très doucement, et probablement trop doucement. Mais après, si vous avez des bonnes volontés, des bonnes idées pour accélérer, nous sommes tous preneurs, car c'est un problème que nous avons identifié et pour lequel, je dois avouer, on est un peu démunis. On fait de notre mieux, mais en fait, on ne sait pas toujours quoi faire pour améliorer, sur le long terme, la présence des femmes en mathématiques et en informatique. Professore vuole rispondere? Professeur, souhaitez-vous prendre la parole? Oui, je suis parfaitement d'accord avec Francis. Il y a des programmes. Visant à impliquer
davantage les filles, par exemple, dans le domaine de l'encodage, du coding, dans le domaine des mathématiques pures, il y a une très bonne présence de femmes. Après, quand on se dirige vers le secteur de l'ingénierie, eh bien là, la présence de filles ou de femmes diminue, se réduit. Mais c'est un sujet dont nous sommes tous très conscients et dans la mesure du possible, nous essayons de porter remède à cette lacune, à ce problème. Mais cet effort doit être accompli de manière systémique tout au long de l'éducation, à partir des cours primaires jusqu'à l'éducation supérieure, jusqu'aux études universitaires et post-universitaires. Nous essayons de nous employer pour attirer les femmes et les filles, pour avoir une présence de femmes et de filles la plus élevée possible. En ce qui concerne les mathématiques et les statistiques, eh bien souvent, cette solution est plus à notre portée, mais il n'y a pas une présence uniforme de femmes. L'intelligence artificielle, malheureusement, en est un exemple très clair et négatif, malheureusement. L'éducation est fondamentale pour les STEM. Et donc, il faut vraiment commencer à l'école primaire, à l'école élémentaire, à l'éducation vers cette nouvelle réalité doit commencer le plus tôt possible. Donc, les enfants doivent être orientés pour interagir avec cette nouvelle réalité, pour la gérer au mieux, pour comprendre qu'il s'agit d'une activité humaine. Et toujours à propos d'un sujet lié à la politique ou à la recherche, vous avez évoqué l'Europe, vous avez évoqué la recherche à l'échelle européenne. Alors, que pensez-vous sur le positionnement de l'Europe, de la recherche en Europe dans le domaine de l'intelligence artificielle? Quel est le positionnement de l'Europe à l'échelle internationale par rapport à l'intelligence artificielle? Est-ce que l'Europe est forte? Est-ce qu'elle a les outils pour s'imposer à l'échelle internationale? Et si oui, quels sont ces outils qui permettent à l'Europe un bon positionnement? Oui, l'Europe est très bien équipée et positionnée du point de vue des individus. C'est-à-dire, nous avons une très grande quantité de talents excellents qui n'ont rien à envier aux autres continents. Mais ce qui importe, c'est avoir la possibilité, la capacité de retenir les talents et d'attirer les talents provenant d'autres continents, de l'Amérique, de l'Asie, attirer ces talents chez nous, en Europe. Dans ce sens, et à ce titre, on n'est pas très bon. Il y a des pays qui font mieux que nous, mais en général, nous tendons à former des gens excellents. Et souvent, ces personnes, malheureusement, partent et quittent l'Europe. Et ça, c'est vraiment dommage. Professeur Bach? Je suis d'accord avec ce qu'a dit Nicolo. Nous formons de brillants informaticiens, mathématiciennes, informaticiennes, mais beaucoup finissent par partir. En particulier, au moins je parle pour la France, parce que les salaires d'embauche pour la recherche publique sont, je le dis, misérables. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de changement rapide pour que les salaires des chercheurs en informatique, mathématiques, c'est vrai pour toutes les sciences, eh bien, tous les bons partiront.
Et ça commence à être le cas. Donc c'est un peu déprimant, je suis désolé, mais c'est un peu la situation actuelle de la recherche publique, au moins en France. Les salaires ne sont pas au niveau des pays européens comme la Suisse ou les États-Unis. Et donc beaucoup de mes doctorants et doctorantes partent pour avoir une vie meilleure dans d'autres pays. Grazie. Ci sono domande dal pubblico? Abbiamo ancora... Y a-t-il des questions du public? Il microfono. Buonasera. Il professor... Bonsoir. Le professeur a parlé de surprise concernant certaines réponses qui nous sont données et qui nous surprennent. Et qui surprennent les scientifiques aussi. J'ai participé à la première conférence qui s'est tenue au mois de septembre quand il était question de l'IA générative. Vers la fin du débat entre François Soulier et lui, il a dit une phrase. Il n'a pas évoqué le terme de surprise face aux réponses que l'on reçoit parfois. Mais il a parlé plutôt de la peur, de l'effroi. Mais puis le discours s'est arrêté là. Alors, quel est l'écart entre la surprise et l'effroi et la peur? Les hommes créent des bases afin qu'une boîte nous donne des réponses. Il est surprenant que cette boîte puisse fournir une réponse comme le ferait un être humain et non pas comme une boîte. Et donc, quelle est la frontière entre la surprise et la peur pour certains ou pour beaucoup? Oui. Il y a beaucoup de réponses possibles. Je vais en choisir une. La réponse est la suivante. Je n'ai pas peur si la machine n'a pas la capacité d'intervenir dans le monde réel d'une manière non contrôlée par un homme, par un être humain. Alors, la Human Agency, c'est-à-dire le fait qu'en dernier ressort, c'est l'être humain qui accomplit des tâches peut-être informées par la machine, mais la machine lui donne des suggestions, des conseils, et finalement, la machine elle n'a pas la capacité de décider sans que la décision ne soit approuvée ou supervisée par un être humain. Ce discours est simple dans l'abstrait, mais difficile à mettre en œuvre, dans la mesure où, si nous faisons confiance aux réponses que nous donne la machine, nous avons tendance à nous contenter de faire ce que la machine nous propose sans trop réfléchir. Alors, il s'agit là d'un gros problème qui peut avoir de très mauvaises conséquences. Le fait que la machine nous surprenne, ce n'est pas un problème, à mon sens, si la machine vit dans son monde abstrait, isolé, et qu'elle n'a pas la capacité d'intervenir sur la vie réelle. Et donc, elle n'a pas, par exemple, la possibilité de contrôler des systèmes réels. Prego. Je suis d'accord avec ce que dit Nicolo. Tant que la machine reste dans son coin et répond aux questions, ça ne pose aucun problème. Et les différences entre surprise et effroi, on peut la gérer. Mais dès lors que la machine agira sur le monde, et le monde, soit le monde en ligne, soit le monde physique, là, effectivement, c'est là où la fiabilité et les garanties seront nécessaires. Et on en est encore très loin. Donc, avant de garantir les sorties de ChatGPT, pour les mettre dans un cadre. Il y a eu un exemple où une compagnie aérienne, Air Canada, avait mis un chatbot, et le chatbot a promis une grosse réduction aux clients, d'accord, et donc ils ont arrêté le chatbot. Voilà. Donc la plupart des applications réelles de ces chatbots, ils répondent aux questions, mais prennent aucune décision. Et quand ils les prennent, ils peuvent faire n'importe quoi, et souvent on les arrête. D'accord. Donc tant que ça n'agit pas sur le monde réel ou le monde en ligne,
aucun souci. Et quand ça agira, et là, il faudra vraiment redoubler d'efforts pour faire attention à ce que ces machines font. Ci sono altre domande? Prego. Est-ce que vous avez d'autres questions? Buonasera, intanto. Bonsoir. D'abord, l'ampleur des thèmes. Il faut vraiment résister à la tentation de poser trop de questions. Je suis membre de l'entité nationale de l'intelligence artificielle, ENIA en sigle. Et alors, chez nous, la présidente est une femme, pour rassurer madame qui a pris la parole tout à l'heure. Je ne suis pas un technicien et je tiens à le préciser. Je m'occupe plutôt de l'interface entre l'IA et l'art. Donc, l'IA et la créativité, la fantaisie. Je sais qu'une prochaine réunion, ce prochain séminaire aura lieu pour approfondir. Mais si au-delà des retombées, les dangers, au-delà des dangers sur l'emploi, sur la vie privée, la protection de la vie privée, comment fixer le droit d'auteur, le copyright? Donc, pas seulement l'aspect juridique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications de base de ce point de vue? Merci. Si. Veiller à ce que les personnes qui produisent des contenus soient protégées contre des contenus produits artificiellement est une chose importante. Et donc, il faut que les contenus produits de manière artificielle doivent être marqués pour pouvoir les distinguer des produits qui sont conçus par les êtres humains. Cela est possible d'un point de vue technique. Ce n'est pas une procédure simple, mais on peut le faire au niveau technique. Donc, il y a un aspect de protection du droit d'auteur qui est extrêmement important. Par ailleurs, cela suscite beaucoup de préoccupations, d'inquiétudes dans le monde de la créativité, que ce soit la musique, les spectacles. Et donc, c'est un thème extrêmement important. Mais il faut également, si vous me le permettez, il y a un problème de qualité des contenus produits par l'IA. Or, si nous, je ne sais pas si vous avez fait une expérience de la musique générée par l'IA. Il y a beaucoup d'applications qui le font ou d'art produit par l'intelligence artificielle. C'est peut-être quelque chose qui suscite notre curiosité pendant 5 minutes ou 10 minutes. C'est quelque chose que nous pouvons faire pour nous amuser avec nos amis. Mais il y a encore, il y aura pendant un certain temps, il y aura une nette différence entre un morceau musical produit par un être humain et un morceau musical produit par l'IA. Et pourquoi? Parce que l'IA, comme Francis l'a dit, ne fait que repêcher des données, ce qu'elle a trouvé dans les données. Et donc, l'IA nous propose de la médiocrité, un niveau médiocre du point de vue de la qualité, quel que soit le domaine artistique. Et donc, nous pouvons nous contenter de cette médiocrité. Si nous allons chez le dentiste, on attend la visite, mais dans les autres situations, cela ne nous intéresse pas. Ce n'est pas quelque chose qui nous frappe particulièrement du point de vue émotionnel. Une recherche récente a émis l'hypothèse que si l'IA continue à s'auto-alimenter, elle finira tôt ou tard pour se replier sur elle-même. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Bach? Oui, c'est effectivement le souci que vous évoquez, c'est que, par exemple, pour les données textuelles, on est en gros arrivé à la fin des données existantes, publiquement.
Donc maintenant qu'on veut plus de données pour avoir un comportement qui est meilleur, on va devoir de plus en plus prendre des données qui ont été générées par IA. Et là, effectivement, ce côté circulaire, on ne pourra pas, formellement, on ne pourra pas apprendre à de nouveaux comportements avec des données générées par IA. Ça, c'est fondamentalement impossible. Donc on arrive au bout des données, au moins pour le texte, d'où se posent les questions scientifiques intéressantes. Comment aller au-delà de ce qu'on fait? Donc on arrive un peu à une fin. On a épuisé les données existantes. On gratte un peu partout, mais il faudra soit en trouver d'autres, mais ça, on ne peut pas en générer trop, et il faudra avoir de nouveaux algorithmes. Et c'est pour moi à ça que sert la recherche. C'est une fois qu'on arrive à un point bloquant, eh bien, on développe de nouvelles idées pour aller plus loin. Mi sembrava d'aver visto una mano alzata. Je crois avoir vu une main levée. Est-ce qu'il y a un micro baladeur au 3e rang? Merci. Grazie. Io sono un medico. Eh bien, je suis médecin et il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup, à savoir quelles sont les frontières de l'IA dans le domaine médical, en particulier dans le domaine des diagnostics. Là, il est question de données. Et dans ma profession, je suis arrivé à la fin de mon activité de médecin. Au début, il faut apprendre. Il faut apprendre que certaines données sont significatives et que certaines données nous suggèrent les traitements à prescrire. Et puis, l'expérience, quand on accumule de l'expérience sur chaque cas d'espèce, tout au long de notre profession, de notre métier, nous parvenons à choisir les données les plus significatives. Alors, je me pose la question suivante. Est-ce que l'IA envisage un futur où l'on cherche toutes les données possibles concernant un patient et à partir de là, on identifie un parcours peut-être suivi par quelqu'un qui a de l'expérience clinique? Ou bien est-ce que nous faisons totalement confiance à la recherche en puisant dans des millions de données, ce qui entraîne également des coûts? Alors, quelle optimisation des données choisir? Cela soulève également un problème de coût des diagnostics. Eh bien, est-ce que le panel peut me dire un mot sur ces nouvelles frontières dans le domaine des diagnostics? Je ne suis pas un expert d'application médicale de l'IA, mais je puis vous dire que la diagnostic est un secteur extrêmement délicat. On remet à la machine normalement la lecture de certaines analyses, certains examens, tomographie, radiographie, parce que la machine est en mesure de saisir des nuances dans l'image que l'être humain, qui échappe peut-être à l'être humain, ou bien la machine est en mesure d'établir une corrélation entre différentes données cliniques de manière que ce que l'homme aurait vraiment du mal à faire. Alors, dans un tel cas, la machine vous dit « Attention, il y a un élément suspect » et il délègue au médecin les démarches successives. C'est une approche tout à fait raisonnable, mais je dirais qu'il ne faudrait pas aller plus loin. Mais je répète, je ne suis pas un expert dans ce secteur, donc je ne connais pas toutes les tenants et les aboutissants de ce problème. Mais il y a un autre élément, à savoir que le projet
de médicaments. Donc, la découverte de nouvelles molécules par le biais de l'analyse de banques de données à tel point grande que les êtres humains ne pourraient pas les gérer, eh bien, là, c'est une frontière vraiment très prometteuse. La médecine individualisée. Et donc, identifier un traitement médical sur la base des données physiologiques des individus, c'est un domaine très prometteur, mais également l'étude des maladies héréditaires. Il y a tout un champ qui va de la bioinformatique à la conception de médicaments et qui s'oriente vers l'aspect clinique, donc le traitement et la médecine individualisée. Il y a une plage d'intervention très, très vaste où l'intelligence artificielle a de grandes opportunités et qui ne sont pas risquées du point de vue éthique et déontologique. Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Nicolo, et je rajouterais un point, c'est le monde médical est un monde habitué à la certification et aux tests randomisés. Donc si on soumet les médicaments au traitement à base d'IA aux mêmes règles que les médicaments classiques, il n'y a aucun problème éthique. Si ça soigne les patients, eh bien, on l'utilisera, et si ça ne soigne pas les patients, on n'utilisera pas. Et dernier point, la plupart des outils actuels sont des outils d'aide au diagnostic et pas des outils de diagnostic lui-même. On aide le docteur, le médecin, en proposant des pistes, mais c'est toujours le médecin qui, en dernier recours, décide de ce qu'on fera avec le patient. Pour l'instant, on est encore très très loin d'une IA qui sera prescriptive de médicaments. C'est toujours le médecin qui est dans la boucle pour l'instant. Maintenant, eh bien, le moment est venu de nous saluer. Je vous remercie de nous avoir suivis et d'avoir participé à notre dialogue. Scusate, ma c'era ancora una domanda. Non, il y avait encore une question. Je voudrais dire qu'en effet, il y a 4 femmes scientifiques qui ont participé aux 2 premières rencontres. Françoise Soulier, Asma Malia et 2 femmes scientifiques participeront aux 2 prochains dialogues sur l'intelligence artificielle. Donc, l'Institut français et l'ambassade de France font déjà un effort important pour encourager la présence de femmes ici, pour encourager les femmes et les filles à étudier les sciences. Pour répondre au professeur Bach, nous avons organisé avec l'Institut français et l'ambassade de France une journée d'études avec la participation de 150 étudiants, étudiantes et quelques centaines à distance. Così qu'on fait des choses. Voilà. On a aussi eu des 4 scientifiques femmes. Merci. Grazie. Buona serata a tutti, grazie.